Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo spéciale, une vidéo qui est dédiée donc à la situation en Ukraine, aux tensions entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de vidéo. On avait déjà parlé de l'impact de la situation, des tensions géopolitiques sur de nombreux actifs, notamment les matières premières, parce que la Russie est un important producteur de nombreuses matières premières et pas seulement des matières premières énergétiques. On avait déjà abordé cela, donc le but aujourd'hui, c'est de se mettre à jour. On va reprendre les choses dès le début, on va se mettre à jour et on va parler de l'impact des marchés, l'impact de cette agression russe en Ukraine. Donc, on va essayer de déterminer les différentes conséquences. Alors on va commencer par le début, on va faire le point et on va donc commencer aux origines de ce conflit, voir à où remonte justement ce conflit. On va essayer de répondre à la question suivante, est-ce que c'est déjà la guerre, hein, parce que c'est une question que l'on peut se poser à l'heure actuelle, avec notamment la présence massive de troupes russes, des échanges de tirs et également des bombardements. On va essayer par la suite, on va constater la réaction des différents marchés, des marchés les plus importants. On va voir la réaction du DAX, la réaction du Nasdaq, celle du pétrole, mais également du gold et de l'indice russe. Par la suite, on va s'intéresser aux précédents conflits. On va essayer de voir comment les marchés ont évolué en temps de guerre. On va se baser bien entendu sur la Première et Seconde Guerre mondiale. Et on va parler d'autres guerres très rapidement, comme la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam. Nous allons par la suite aborder donc tout l'aspect dépendance européenne vis-à-vis de l'énergie produite en Russie, donc la dépendance européenne vis-à-vis principalement du gaz naturel russe, mais on va également parler de pétrole. Ce sera l'occasion de parler du gold en tant que valeur refuge, du blé. On va voir pourquoi, on en a déjà parlé lors d'une première vidéo, et on va détailler les actions russes qui méritent une attention toute particulière. Et nous allons terminer par faire un lien entre les temps de guerre et l'inflation. Voilà pour le programme, un programme plutôt chargé, et c'est donc une vidéo, ce n'est pas une vidéo qui remplace la précédente, mais qui vient résumer ce que l'on a vu précédemment et apporter de nouveaux éléments. Nous allons débuter par ce rapide rappel légal avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà pour le rappel légal. Alors on passe directement aux origines du conflit. Afin de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, il est très important de savoir quelle est la base, quelles sont les origines de ces tensions. Donc ici déjà on retrouve ces deux donc zones qui sont contrôlées par des rebelles qui ont été reconnus par Vladimir Poutine, ce qui a entraîné donc une nouvelle vague de vente sur les indices. Alors, ce conflit a commencé concrètement en 2014 et donc le déclencheur a été le renversement du président, de Viktor Yanukovych. Alors, faut savoir que après la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine s'était assurée que ses frontières seraient impénétrables. D'un autre côté, la Russie souhaite garder la mainmise sur le pays. Elle souhaite garder donc son influence sur l'Ukraine et freiner toutes ses ambitions de s'occidentaliser et plus concrètement de rejoindre l'OTAN. Dans ce contexte-là, la péninsule de Crimée a été annexée cela fait 8 ans qu'il y a des combats dans les zones qui sont contrôlées par les séparatistes dans l'est du pays. On notera que l'est de l'Ukraine représente plus de 20% du PIB du pays et concrètement il y a de nombreuses mines et des fonderies à ce niveau-là dans l'est de l'Ukraine et dans le sud, ce que l'on retrouve principalement, ce sont donc des champs de blé, de maïs et de tournesol. Donc voilà pour se mettre au point un petit peu sur les origines du conflit et les ressources disponibles en Ukraine selon les différentes régions. Donc à présent, on va essayer de voir ensemble, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est déjà la guerre à l'heure actuelle? Alors, où est-ce qu'on en est? Pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a des troupes qui sont en train de cerner l'Ukraine, des troupes russes, bien entendu, que l'on retrouvera ici par des ronds rouges, donc une présence de la Russie qui est renforcée tout autour de la frontière ukrainienne, et ce, depuis des semaines. Selon la Russie, c'est ce qu'elle n'arrête pas de déclarer, ce que Vladimir Poutine n'arrête pas de déclarer, il ne s'agit
suivi que d'exercices militaires, des exercices de longue date qui étaient prévus il y a assez longtemps. Mais effectivement, avant même les Jeux Olympiques, il y avait des rumeurs, des spéculations concernant une invasion potentielle. Alors, il faut noter également que les États-Unis ont informé la semaine dernière que la décision d'invasion avait déjà été prise. Certains parlaient même d'une invasion avant la fin des Jeux Olympiques d'hiver. Toutes ces déclarations ont été démenties par la Russie, et la Russie a même annoncé un retrait de ses troupes, un retrait qui n'a jamais eu lieu. Alors, d'un autre côté, il y a eu plusieurs demandes de la Russie, mais la Russie est restée plus ou moins ambiguë, et donc c'était impossible de répondre à ces demandes, et donc toute solution diplomatique est devenue très difficile à atteindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, les marchés commencent à peine à prendre en compte un conflit militaire potentiel, et on notera que selon Goldman Sachs, on l'a appris il y a quelques heures, son estimation, s'il y avait un conflit armé militaire, on pourrait assister à une baisse de 6%, une baisse supplémentaire de 6% sur les actions américaines. Donc, à présent, ce qui a créé cette panique, c'est cette décision d'hier de la reconnaissance de l'indépendance de LPR et de DPR, et donc panique sur les marchés et repli considérable, même si c'était des zones qui étaient contrôlées par les rebelles. Donc, on a eu un discours de Vladimir Poutine. Voici quelques points de son discours. L'Ukraine moderne a été créée par la Russie communiste. L'Ukraine soviétique a été créée par Lénine. Nous sommes prêts à démontrer ce que signifie une véritable décommunication. La Russie a toujours eu des relations ouvertes avec l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens voulaient tout ce que la Russie avait à offrir. Les dirigeants ukrainiens étaient infestés par la corruption et le nationalisme. À présent, l'Ukraine envisage de développer ses propres armes nucléaires. Des drones américains espionnent constamment la Russie depuis l'Ukraine. Ça, ce sont les points clés de ce discours de Vladimir Poutine. Alors, à quoi on peut s'attendre avec les événements que l'on a vu se dérouler, et également l'état d'esprit, si je puis dire, de Vladimir Poutine? Pour le moment, les Occidentaux n'ont pas de choix, ils sont obligés de réagir. Vladimir Poutine a agi, l'Occident doit réagir. Et concrètement, Vladimir Poutine n'a pas fait que faire des discours ou autres. L'armée russe, en ce moment même, est en train de prendre possession, entre dans les régions contrôlées par les rebelles pour proposer son aide. Donc à l'heure actuelle, à très court terme, il y a très peu de chances de voir un conflit se désamorcer, d'assister à une désescalade des tensions. Pour le moment, les marchés semblent avoir pricé ce qu'il y avait à pricer, mais effectivement, pour avoir des baisses plus profondes, si l'armée russe venait à entrer dans les territoires ukrainiens qui ne sont pas contrôlés par les rebelles. Pour le moment, LPR et DPR sont contrôlés par les rebelles. Vladimir Poutine a reconnu leur indépendance et il entre dans ces territoires officiellement. C'est pour proposer l'aide de l'armée russe à ces rebelles. Mais si l'armée russe venait à entrer dans le territoire ukrainien, un territoire qui ne comporte pas de rebelles, là effectivement on pourrait assister à de nouvelles vagues baissières sur les actifs risqués. Donc justement concernant la réaction des actifs risqués, on va en parler. On va parler également de la réaction d'une valeur refuge, le gold. Mais avant cela, on va s'intéresser au DAX, le DAX qui a cassé la borne inférieure de ce range, un range qui date d'il y a un an. Ce range, on l'a intégré il y a un an très exactement, et on vient de casser pour la toute première fois depuis qu'on a intégré ce range, on vient de casser la borne inférieure aux alentours des 14 810 points environ. Donc une réaction assez brutale du DAX, mais ce n'est pas le seul. On a eu également une réaction du Nasdaq, les valeurs technologiques, un Nasdaq qui chute de près de 20% depuis ses récents sommets. On en a parlé ce matin en Good Morning Market. À partir du moment où on perd 20% par rapport au sommet, on entre en bearish market. Pour le moment, on est en zone de correction, c'est-à-dire un repli de plus de 10% depuis les récents sommets. Si on est à plus de 20%, on entre en bear market. Mais ce n'est pas la
situation géopolitique qui a amené à un tel repli, ça fait partie des facteurs. Il y a principalement la Réserve fédérale américaine qui est le principal moteur de ce mouvement, avec donc une contribution de la part du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà pour le Nasdaq. On passe à présent au pétrole. Le pétrole, on l'a dit également ce matin, pris en étau entre le retour éventuel du pétrole iranien sur le marché, donc une hausse de l'offre, et les tensions et les risques d'une guerre imminente qui devrait aboutir d'un autre côté à une baisse de l'offre. Donc là, bien entendu, c'est la hausse qui prédomine et on s'inquiète principalement d'un éventuel conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. On a un Brent qui est en train d'approcher des $100 le baril. On pourrait aller chercher même les $120 le baril pour le Brent. Le WTI devrait également réussir à se hisser au-dessus des $100 le baril sans aucun problème si jamais il y avait une réelle guerre, hein, parce que pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une guerre étant donné que les Russes ont pénétré un territoire qui était entre les mains des rebelles. Mais effectivement, si l'armée russe venait à se propager dans l'Ukraine, dans le reste de l'Ukraine plutôt, où il n'y a pas de rebelles, dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'on fait face effectivement à une vraie guerre. Alors, concernant le gold, on a eu une belle hausse. On arrive enfin à se hisser au-dessus des $1900 le baril. Une belle hausse. Pourquoi? Parce qu'elle est régulière. Il n'y a pas eu d'impulsion brusque. C'est une hausse régulière qui se construit petit à petit avant de se hisser au-dessus des $1900 l'once. On l'a testé une première fois, on n'est pas parvenu à se hisser, mais ce matin c'était chose faite. Et il faut savoir que cette hausse est régulière, mais elle reste tout de même limitée. On aurait pu voir quelque chose de plus dynamique. Ce qui limite cette hausse, c'est la hausse des rendements et la vigueur du billet vert. On retrouve d'ailleurs en bleu le 10 ans ici, sous le ticker T-Note sur la plateforme Xstation 5. On passe à présent à l'indice russe, l'indice qui a cédé le plus de terrain, qui se replie considérablement, un indice qui a essayé de retrouver des couleurs lors des derniers jours. Effectivement, on a cassé un support majeur, les 1300 points, un support que l'on abordait constamment en Good Morning Market, le voici, 1300 points, et ici, on a une décorrélation avec les cours du pétrole parce qu'il faut savoir que les cours du pétrole sont en bleu. L'indice russe est fortement corrélé avec les cours du pétrole. On va voir pourquoi. Donc pour le moment, l'indice russe affiche une décote de 40% avec le pétrole. Donc on assiste à une réelle décorrélation. Un pétrole qui monte face à la crainte d'un conflit armé et des indices russes qui baissent. Un indice russe qui baisse face notamment à la crainte des sanctions parce que maintenant la balle est dans le camp de l'Occident et maintenant ce sont les sanctions qui vont être annoncées et c'est ce qui est en train d'être pricé à l'heure actuelle sur l'indice russe étant donné que les entreprises de l'indice russe seront directement ciblées par ces sanctions et une grande partie opère dans les matières premières, c'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, avant de s'intéresser, de disséquer si je puis dire l'indice russe, on va essayer de voir comment les marchés ont évolué habituellement en temps de guerre. On va essayer de s'intéresser aux précédentes guerres, notamment la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Voici pour la Première Guerre mondiale. On retrouvera ici les cotations des indices des actions britanniques en petits pointillés et en très plein les actions américaines. Et on retrouve ici en gris les actions allemandes pour la Première Guerre mondiale. Ce graphique va de 1904 à 1922. Alors effectivement, on a eu un impact assez clair, un impact négatif que l'on peut constater visuellement ici sur les actions allemandes. Qui ont été complètement ravagées, mais l'impact est tout à fait différent sur les actions américaines et les actions britanniques notamment, comme on peut le voir, le moment où les actions allemandes s'effondrent, c'était le point de départ de la hausse pour notamment les actions américaines, mais il faut ajouter à cela qu'il y avait également une forte inflation partout à travers le monde qui a notamment entamé les hausses sur d'autres marchés. Donc à présent, lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici c'est un graphique plus large qui va prendre de 1935 à 1950 et on retrouve ici le crash des années 1930 et effectivement la baisse que l'on a eue suite à la guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale par rapport à ce repli considérable des années 30 est vraiment modérée. La baisse de la Première Guerre mondiale apparaît un petit peu comme une simple correction face
à ce repli considérable des années 30. Il faut noter également que la guerre de Corée apparaît visiblement comme une correction, comme on peut le voir ici, si on venait à comparer avec ce repli considérable des années 30. Alors, et qu'en est-il concrètement des actions américaines en période de conflit? On l'a vu assez rapidement graphiquement. Donc ce que l'on retire de cela, c'est que les actions américaines enregistrent des rendements plus élevés, un risque plus faible en période de conflit. Il y a une seule exception à cela, c'est la guerre du Vietnam, parce qu'il y avait d'autres raisons qu'il fallait prendre en considération. Donc concrètement, la conclusion, c'est que ce qui a un réel impact baissier, c'est l'incertitude initiale. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment du risque pour les investisseurs. C'est comme par exemple à l'heure actuelle, nous sommes dans une incertitude croissante. On ne sait pas s'il y aura une guerre ou est-ce qu'on va trouver une entente. Pour le moment, la guerre ne se matérialise pas suffisamment clairement, même si on approche à grands pas du scénario d'un conflit armé. On est encore dans cette période d'incertitude et les marchés détestent l'incertitude. Et d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle. C'est pour cela que les marchés se sont repliés considérablement lorsque l'on a découvert oui, effectivement, la propagation du Covid-19, car on était en pleine incertitude. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, quel allait être l'impact sur l'économie, quelles allaient être les mesures qui allaient être mises en place par les gouvernements. Et donc, on était dans une incertitude totale. À partir du moment où on a pris l'habitude des mesures de confinement, des mesures de passe sanitaire et tout cela, ça n'a plus d'impact. Les nouvelles vagues n'ont plus de réel impact, si je puis dire, sur les marchés, parce qu'il n'y avait plus d'incertitude. On connaissait les mesures et leurs éventuelles conséquences. C'est la même chose pour une guerre, c'est exactement le même raisonnement. Lorsqu'on ne sait pas quelles seront les conséquences, quelles seront les mesures mises en place, c'est à ce moment-là qu'on a un réel impact sur les actifs risqués et donc sur les indices boursiers. À partir du moment où la guerre a éclaté, l'incertitude se dissipe et là, effectivement, on peut constater des hausses considérables. Et ce qu'il faut garder en tête également, c'est que la guerre est inflationniste. Qui dit inflation dit hausse des prix des matières premières. On l'a très bien compris dernièrement. Tous les médias en parlent, que ce soit les médias écrits ou les médias à la télé. Et effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, on va prendre cet exemple-là avec ce graphique qui va de 1928 à 1946. Ce sont principalement les cours du blé et du porc, comme on peut le voir ici, la viande porcine, qui ont gagné le plus de terrain. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve le blé ici en gris, comme vous pouvez le voir, le blé qui se démarque, mais également ici la viande porcine en pointillé. Et ce sont ces denrées-là, ce sont ces matières premières-là qui ont le plus augmenté pendant la Seconde Guerre mondiale. À présent, voici un résumé, si je puis dire, de l'impact des différentes guerres. Comme on peut le voir, visiblement, ça reste propice au marché. Mais le problème, c'est l'inflation qui accompagne ces guerres-là. Qui dit guerre dit inflation. Et c'est à partir du moment que cette inflation est maîtrisée qu'on peut constater une réelle reprise haussière. Alors ici, donc, c'est intéressant parce que ça permet de tout condenser, de tout résumer. Donc on a la baisse considérable ici des années 30. Vous voyez ici l'effet de la Seconde Guerre mondiale et on retrouve le Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation qui avait augmenté de 74%. Et c'est à partir du moment où c'est maîtrisé, cette hausse est maîtrisée, que l'on a une hausse du Dow Jones ici qui gagne 523%. Par la suite, on a ici la guerre du Vietnam, on a un CPI qui augmente de 207%. Donc c'est la hausse la plus conséquente. En deuxième position, on avait la hausse du CPI de 110% pendant la Première Guerre mondiale que l'on retrouve ici. Et donc, lorsque le CPI est plus ou moins maîtrisé, on peut observer par la suite une réelle hausse du Dow Jones, 1447%. Et ensuite, on a eu cette guerre début des années 2000, les attaques du 11 septembre, et on entre dans cette phase de range à long terme. Donc voilà ce graphique ici qui est très intéressant et qui nous présente l'impact des différentes guerres, l'impact de la maîtrise de l'inflation sur les indices américains. Donc Première Guerre mondiale ici, Seconde Guerre mondiale ici, guerre du Vietnam et les attaques du 11 septembre. Donc conclusion, ce n'est que lorsque l'inflation est maîtrisée
que l'on assiste à une hausse considérable des actions. À présent, on va aborder ce problème-là d'un point de vue européen, avec une Europe qui est fortement dépendante de l'énergie russe. Je vous rappelle que tous les jours, l'Europe achète un peu moins de 40% du gaz naturel qu'elle consomme auprès de la Russie. Alors c'est un chiffre qui oscille entre 30 et 40%. Donc on comprend tous les enjeux à l'heure actuelle. Et il n'est pas possible du jour au lendemain de se défaire de ce partenaire. Il n'est pas possible d'aller s'approvisionner ailleurs du jour au lendemain, parce que les autres fournisseurs de gaz naturel ont des contrats de long terme avec des clients, notamment des clients asiatiques. Je pense au Qatar, je pense même aux États-Unis. Et donc on ne peut pas rompre ces contrats de long terme, mais on peut trouver des solutions pour plus tard, pour mettre en place des prochains contrats et diminuer la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Alors on va commencer par parler des pétroles avant d'aborder le gaz naturel. Donc d'un point de vue général, il faut savoir que la Russie est le principal fournisseur d'énergie en Europe. Il est producteur et exportateur de nombreuses matières premières, pas seulement les matières premières énergétiques. Et donc, le problème ici, nous l'avons dit, c'est cette dépendance de l'Europe à l'égard des produits énergétiques russes, notamment le pétrole, le gaz et le charbon également, avec un cours du charbon qui explose et qui devrait continuer d'exploser. Et donc, ici, ce qui est en jeu, c'est la sécurité énergétique de l'Europe, et donc il faudra jongler avec cela pour déterminer les sanctions à appliquer ou les mesures à prendre à l'encontre de la Russie. Il ne s'agit pas d'appliquer des sanctions qui vont couper complètement le robinet du gaz russe aux Européens. Donc ce sera toute la difficulté de cet exercice-là. On va prendre connaissance des sanctions peut-être aujourd'hui. Je pense au plus tard demain. En tout cas, les États-Unis vont s'exprimer dans ce sens-là. Et donc ici, on retrouve donc les échanges de la Russie avec l'Europe et donc les importations européennes, les exportations également, et on retrouve la part selon les secteurs, et on voit l'énergie à la plus grosse part du gâteau, si je puis dire. Donc bon, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie est un producteur clé de nombreuses matières premières. Ce sont des matières premières qu'elle produit pour sa consommation domestique, mais principalement pour l'exportation. Et donc concrètement, plus d'un tiers des recettes budgétaires de la Russie sont liées aux exportations de produits énergétiques. Donc on comprend qu'effectivement, si l'Europe a le robinet du gaz russe coupé, c'est un gros problème pour les Européens, c'est un gros problème pour les factures de gaz naturel, pour les factures également d'électricité. Mais d'un autre côté, ce serait aussi un gros manque à gagner pour la Russie, donc un problème considérable pour la Russie d'un point de vue des recettes budgétaires, parce que la majorité de la production de matières premières russes est exportée vers les pays européens. Mais il faut savoir qu'il y a tout de même les marchés asiatiques qui prennent de plus en plus de place, qui ont une place de plus en plus importante. Donc voilà différentes données concernant l'économie russe d'un point de vue producteur de matières premières. Ici, concernant le charbon, vous voyez la production, 10 512, ce qui est consommé, ce n'est que 4 901. Donc on comprend que la différence, bien entendu, c'est exporté. On a le gaz naturel, une production de 25 714, une consommation de 17 373. Encore une fois, la différence entre les deux, donc aux alentours de 8 000, est exportée. Concernant le pétrole, production de 24 189, consommation 7 251. La différence est exportée, et c'est la même chose. Concernant le nucléaire et les énergies renouvelables, ici la part est minime, la production est de 3 863 et la consommation 3 721. Donc la différence est vraiment minime. Donc tout se joue ici. Ce sont les matières premières énergétiques que l'on a abordées, le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Alors on va se pencher sur le pétrole, parce que mine de rien, ce n'est pas le plus important. Bon, d'un point de vue général concernant le pétrole, l'Europe, c'est le marché clé pour la Russie. Ici, on retrouve les exportations de pétrole et de produits condensés selon la destination. Ce sont des chiffres qui datent de 2016. On voit ici la part des pays européens. On a en première place la Hollande, ensuite l'Allemagne, la Pologne, la Finlande et le reste. On a également ces gros clients, et on en a parlé,
ses clients asiatiques qui prennent de plus de place et donc de plus en plus de place, et donc la Chine et le Japon. Mais on a également dans Other, ici on retrouve la Corée du Sud. Et donc concrètement, la Russie exporte environ 5 à 6 millions de barils par jour. Bon, concrètement, la quantité envoyée en Europe n'est pas si importante que cela, parce que on est sur le point d'avoir un retour de la production iranienne, un retour du pétrole iranien sur le marché avec l'accord du nucléaire. On a également le pétrole américain qui pourrait venir donner un petit coup de pouce, hein. Je vous rappelle que les États-Unis sont un important producteur de gaz naturel et de pétrole, et on a également la production norvégienne qui pourrait venir aider, et donc tout ça mis bout à bout permettrait peut-être de compenser l'apport le pétrole russe. Ce n'est pas le cas en tout cas pour le gaz naturel, mais sur le pétrole c'est tout à fait possible. Et pourquoi ça réagit autant? Parce que effectivement on a un marché pétrolier qui est déjà extrêmement tendu. On a des pays membres de l'OPEP+ qui augmentent petit à petit la production mois après mois, et on se pose déjà des questions sur la capacité de ces pays membres de l'OPEP+, capacité à continuer à augmenter leur production. On a peur que certains pays producteurs ne soient plus en mesure de produire davantage pour répondre à la demande, alors qu'on a une hausse considérable de la demande. Donc cela vient renforcer tous ces impacts-là, cela vient renforcer l'impact du conflit Russie-Ukraine sur les cours du pétrole. Et dans ce contexte-là, JP Morgan prévoit d'ailleurs un baril du pétrole à $120. Citi voit une hausse de 10% des cours du pétrole. Alors on est aux alentours des, on va dire, $90. Donc concrètement pour Citi, ça devrait remonter. Donc 10%, ça fait $9, donc $99, donc à peu près $100 le baril pour Citi. JP Morgan, $120. Citi, $100. On va s'intéresser à présent au gaz naturel. Donc bon, là la dépendance est beaucoup plus grave, beaucoup plus appuyée, et la capacité de compenser le manque de gaz naturel russe est beaucoup plus restreinte. Donc certes, l'Europe pourrait devenir indépendante vis-à-vis du gaz naturel russe, mais dans un premier temps, ça entraînerait une réelle augmentation massive des prix. Donc ça, c'est un premier fait à garder en tête. On pourrait aller chercher de nouveaux sommets, hein, très certainement, au-dessus des 200 euros par mégawattheure, et ça encouragerait dans ce cas-là de nombreux exportateurs à expédier du gaz en Europe, hein. On l'a dit, des exportateurs ont des contrats de long terme avec d'autres clients, notamment asiatiques. On peut citer par exemple le Qatar, et une hausse des prix du gaz naturel en Europe pourrait pousser des producteurs comme le Qatar à aller chercher de nouveaux clients en Europe, et donc d'aller mettre en place de nouveaux accords de long terme avec des pays européens. Mais sinon, mis à part ça, l'Europe pourrait également apporter davantage, on l'a dit, de Norvège ou des États-Unis. Alors, on va s'intéresser à présent aux métaux précieux, au gold. Donc ici, on va parler de la Russie en tant que producteur, mais en tant que acheteur de gold. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que, et on peut le voir ici, hein, sur ce graphique-là, la Russie est le 3e plus grand producteur au monde, producteur d'or. En termes de réserves d'or, la Russie occupe la 5e place au monde, et elle détient environ 2300 tonnes. C'est plus que la Chine, c'est plus que l'ensemble de la zone euro, alors que ces réserves d'or sont un petit pourcentage de ces réserves totales. L'or dans les réserves de la Russie ne représente que 22%, alors que les plus grandes économies du monde maintiennent la part d'or dans leurs réserves à 50 voire 60%. Donc concrètement, s'il y a une nouvelle escalade du conflit, cela devrait entraîner une augmentation des achats d'or par la Banque de Russie. Et donc, hein, qui dit conflit, dit hausse de la demande d'or, mais également baisse de l'offre. Donc on comprend d'un point de vue fondamental l'impact que cela pourrait avoir sur le métal jaune. Donc effectivement, l'or est une valeur refuge, mais donc on parle d'un conflit armé, d'une guerre, donc il bénéficie de ce statut de valeur refuge. Mais ce n'est pas une guerre avec n'importe qui, c'est une guerre contre la Russie. Je vous le rappelle, 3e plus grand producteur d'or au monde, et classé 5e en termes de réserve d'or avec ses 2300 tonnes, et seulement 22% de ses réserves totales sont de l'or, et donc
la Russie pourrait acheter davantage d'or. Donc voilà pour ce volet-là très important. Concernant l'or, on parle beaucoup de valeur refuge, mais on ne parle pas assez de cela. Voilà, concernant l'or en tant que valeur refuge, on voit cet effet. On va se baser sur deux périodes principalement, les attaques du World Trade Center ici et l'invasion de l'Irak. Deux événements qui ont, à la suite de ces événements, on a pu constater une hausse des cours de l'or, mais il y avait d'autres facteurs à cela, notamment la faiblesse du billet vert. Et ça, c'est un facteur très important. C'est un facteur qui pourrait se faire sentir en période de ralentissement économique. Et donc, à noter également que l'or réagit à la géopolitique, à la hausse, alors que les indices se replient. Le Bitcoin ne parvient pas à le faire. Alors, ces petites parenthèses, parce qu'on parlait beaucoup de Bitcoin comme valeur refuge, visiblement, ce n'est toujours pas le cas. Le Bitcoin est principalement corrélé positivement avec le Nasdaq, avec les valeurs technologiques. Je vous rappelle que le coefficient de corrélation du Bitcoin avec le Nasdaq est de 0,66 selon Bloomberg. Donc le Bitcoin n'est toujours pas une valeur refuge, mais l'or vient confirmer son statut, comme on peut le voir avec les hausses actuelles, avec un métal précieux, avec un gold qui parvient à se hisser au-dessus des 1900 dollars le baril, quand le Bitcoin est en train de s'effondrer sous les 40 000 et est en train, il me semble à l'heure actuelle, aux alentours des 35 000 dollars et pourrait aller chercher les 30 000 très prochainement. On va parler du blé à présent, matière première agricole. Donc ce sont la Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs de produits agricoles, notamment de blé. Donc concrètement, la Russie produit et exporte du gaz naturel, du pétrole, du charbon, du maïs, du platine, du palladium, de l'aluminium, du nickel et du blé. Donc on peut citer d'autres matières premières, parmi les moins courantes, ceux que l'on cite le moins, il y a également le tournesol et le colza, et donc les huiles tirées de ces produits-là, mais également les engrais, parce que ça aussi c'est un problème et ça pourrait avoir des répercussions sur les matières premières agricoles, on va en parler. La Russie, c'est un important producteur d'engrais. Sans les engrais russes en Asie et en Europe, les récoltes seraient beaucoup plus faibles et cela pourrait augmenter les prix davantage. Donc vous voyez jusqu'où vont les conséquences. Ça va beaucoup plus loin, étant donné que la Russie produit également des engrais, est un important producteur d'engrais. Il y a d'autres producteurs d'engrais effectivement, mais il faudra réussir à combler ce manque d'engrais russes. Qui dit manque d'engrais russes dit donc des récoltes décevantes et donc une hausse des prix de ces matières premières agricoles qui n'auront pas eu les engrais nécessaires. Et concernant le blé, la Russie est un des plus grands exportateurs et ici on retrouve les différents exportateurs de blé. L'Ukraine est ici avec 11,8% et la Russie est en vert avec 17,1% et à eux deux ils représentent près de 30% des exportations mondiales de blé. Et donc effectivement, s'il y a des problèmes de production, s'il y a des champs qui sont détruits, on pourrait aller chercher des nouveaux records historiques concernant le blé. Donc voilà pour cet aspect-là, matières premières agricoles à travers et les engrais d'un côté et le blé principalement parce que nous l'avons vu, la Russie et l'Ukraine à eux deux représentent 30% des exportations de blé. Alors on va passer à présent aux actions russes parce qu'il y a aussi beaucoup à dire. Donc vous le voyez, ça n'a rien à voir avec la première vidéo concernant ce conflit-là. On essaye d'aller un peu plus loin. On ne développe pas les mêmes points que la dernière fois, mais là on a une vision un peu plus poussée. Concernant les actions russes, ici il y a une dominance des entreprises du secteur de l'énergie. C'est ce qui explique la forte corrélation de l'indice russe avec les prix du pétrole. Donc c'est cette composition de l'indice russe que l'on retrouve ici schématisé à gauche. Donc vous voyez, à 40,2%, c'est de l'énergie. Les entreprises qui composent l'indice russe sont dans l'énergie à 40%. Donc c'est énorme. 20% ce sont des financières, 18,5% dans les métaux et le secteur minier. Donc, voyez un petit peu c'est ce qui permet de comprendre cet impact sur l'indice russe, l'impact de ce conflit. Donc, d'un côté, les entreprises du secteur de l'énergie qui représentent 40%. De l'autre côté, on a le secteur minier et financier qui devrait être frappé de plein fouet par les éventuelles sanctions. À eux deux, ils représentent 40%. Donc, ça fait 80% de l'indice russe. Alors, ce qu'il faut garder dans le viseur, les plus grandes entreprises russes,
qui composent cet indice russe, on a Gazprom, hein, déjà en repli de 15,9%, Lukoil en repli de 12,6%, Sberbank en repli de 12,6% également, Norilsk Nickel en repli de 6,6% et Yandex en repli de 6%. Ça, ce sont les 5 plus grandes entreprises de l'indice russe. Vous voyez hein, l'ampleur des baisses, hein, c'est assez conséquent. Donc, on va s'intéresser à ces entreprises qui vont attirer, hein, bien entendu, les investisseurs, attirer l'attention des marchés. Donc, concernant Gazprom, ce sont les nouvelles sanctions hein, qui font peur ici à ce niveau-là, parce que ces sanctions vont certainement viser Nord Stream 2. Hein, c'est justement le nouveau gazoduc phare hein, de Gazprom. Vous en avez très certainement entendu parler, ce gazoduc qui vient relier la Russie à l'Allemagne et effectivement, hein, peut-être que ces nouveaux rebondissements sont une technique de Vladimir Poutine pour justement forcer des concessions, forcer à réussir à soutirer des concessions concernant Nord Stream 2, hein, qui est dans le viseur notamment des Américains. Ensuite, on a Lukoil, une entreprise qui est responsable d'environ 2% de la production mondiale de pétrole. Il faut savoir que les États-Unis ont déjà imposé une sanction à la société concernant les nouveaux projets de production dans la zone arctique et le forage en eau profonde. Donc une société également qui sera très certainement impactée par les sanctions. On a Sberbank, qui est la plus grande banque de Russie. C'est l'une des plus grandes entreprises de l'indice russe. Et donc toute sanction qui va viser le secteur financier concernant notamment le ban du SWIFT, l'interdiction d'accès au système de règlement international, pourrait être parmi les premières annoncées par l'Occident et notamment les États-Unis. On a ensuite Norilsk Nickel, le plus grand producteur mondial de nickel et de palladium et également l'un des plus grands producteurs de platine. Ce sont 3 métaux qui vont jouer un rôle considérable dans le passage aux véhicules électriques. On a Novatek, le deuxième plus grand producteur de gaz en Russie après Gazprom. Et donc l'imposition de sanctions efficaces est entravée par le fait que Total détient une participation importante dans la société. Total détient plus de 15% dans la société. Donc là, effectivement, on a des doutes concernant des sanctions qui le visent directement. Alors, on passe à présent, donc on va développer davantage hein, concernant ces entreprises, mais on va parler un peu plus de valorisation. On va voir les différents ratios comptables. On commence par Gazprom. Donc c'est visiblement le plus intéressant parce que il représente la plus forte décote par rapport à ses concurrents. La valorisation actuelle de l'entreprise ne représente que la moitié de sa valeur comptable, hein, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Concernant Lukoil, Lukoil qui semble éviter les sentiments négatifs envers les entreprises russes, Lukoil qui est évalué de manière similaire à ses concurrents tant en termes de bénéfices que de ventes et de valeur comptable. Sberbank enfin qui a perdu plus de 10% cette année, ça pourrait être l'une des plus touchées, l'une des premières à être impactée par d'éventuelles sanctions parce que les sanctions, je pense, seront dans un premier temps financières et seront appliquées plus rapidement et l'impact ne sera pas incertain. Ce n'est pas comme dans le cas de sanctions contre le secteur de l'énergie. Alors concernant Norilsk Nickel, en dessous de ses concurrents, toutefois, comme on peut, si on se base sur le passé, les sanctions qui ont visé cette entreprise peuvent être limitées étant donné l'ampleur de sa production. Donc concernant Norilsk Nickel, on peut s'attendre à un impact plutôt limité. Concernant Rusal, il faut savoir que les sanctions depuis 2018 n'ont pas fonctionné et donc les États-Unis les ont retirées en raison de l'impact négatif de ces sanctions sur le marché de l'aluminium, en particulier par rapport à sa disponibilité, la disponibilité d'aluminium pour l'Union européenne, mais également d'autres partenaires, ce qui a poussé les États-Unis à faire marche arrière, à reculer. Alors, on va s'intéresser à présent à Novatek, hein, qui a perdu déjà plus de 12% et qui est tout de même valorisé à un niveau similaire à celui de ses concurrents. Et donc, une sanction à l'encontre de la société est peu probable en raison des parts que détient Total, comme nous l'avons dit. Donc, voilà pour les différentes entreprises ici de l'indice russe. Il est peut-être temps d'aborder à présent l'inflation. Attention à l'inflation, c'est le problème depuis de nombreux mois et ça risque de continuer à être un réel problème. Alors on va peut-être atteindre l'apogée des tensions
très prochainement et donc tous les impacts seront visibles très prochainement. Mais le problème de ces conflits-là n'est pas l'impact le jour J sur les marchés, mais c'est tout simplement l'inflation d'un point de vue économie mondiale et l'inflation à travers les prix élevés des matières premières. Parce que cette hausse des matières premières rendra très difficile la maîtrise de l'inflation. Ce sera une inflation tirée par le haut par la hausse des matières premières. Et il y aura également donc très certainement des difficultés logistiques qui pourraient compliquer la tâche de la maîtrise de l'inflation. Et ici on retrouve l'inflation pour différents pays, notamment les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne et la République tchèque. Conclusion, donc on va dresser plusieurs points, on a vu plusieurs choses, ce qu'il faut en retenir principalement. Donc bon, c'est l'incertitude qui pèse à l'heure actuelle sur les marchés détestent l'incertitude et donc on a réagi assez rapidement à la violation de la souveraineté de l'Ukraine. Alors concrètement, cette incertitude pourrait se dissiper, d'une manière générale, la géopolitique a des effets à très court terme sur les marchés. Comme on a pu le voir, c'est assez paradoxal, mais les guerres n'ont pas un impact vraiment négatif sur les actions. En tout cas, selon les historiques, selon ce que l'on a pu constater lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et d'autres conflits. Mais l'impact, cette fois-ci, sera très important, ce conflit en Ukraine, sera très important sur les matières premières. On a parlé notamment du pétrole, du gold, du blé, on a même parlé des engrais, on a parlé indirectement de l'aluminium et j'en passe. Alors bon, à l'heure d'aujourd'hui, on est peut-être à la fin de ces tensions, à l'apogée, au maximum de l'incertitude géopolitique. Et c'est cette incertitude géopolitique qui représente un risque, mais le risque de demain, le risque de long terme, c'est l'inflation et le resserrement monétaire des banques centrales de plus en plus au quiche, qui seront forcées d'être au quiche, de plus en plus au quiche face à l'inflation. Et donc ça, ce sera une réelle préoccupation de long terme pour les marchés. Et voilà pour cette présentation. J'espère que ça a été assez clair. J'ai essayé de vous présenter les différents éléments à avoir en tête, les différents éléments à connaître pour pouvoir apprécier l'impact de court terme, l'impact de long terme, mais également pour comprendre les différents impacts et pour essayer d'évaluer la gravité des sanctions dont on va prendre connaissance au cours des prochaines heures ou éventuellement des prochains jours, qui sait. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et on se donne rendez-vous à très bientôt, tous les jours, lors des Good Morning Market sur notre chaîne YouTube. Au revoir.